Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Bon, vous devez être habitués maintenant, hein. Pas toujours à l'heure, mais toujours présent le Zap. Ma justification du jour ? La paresse. Je n'ai vraiment aucune autre excuse valable. Donc désolé pour le retard et on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 26 dans la peur. Et du côté des marchés US, on n'est pas loin d'une indigestion. On est de retour dans la zone neutrale à 54. Je ne vous retiens pas plus ce soir, n'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine. Vous pouvez prendre place, installez-vous confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Ensuite, c'est une autre très très bonne nouvelle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé ce genre de statistiques. C'est Lark Davis qui nous l'envoie. C'est que tout est tracé sur le Bitcoin. Hein, et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a passé le cap. Donc, c'est les personnes dans le monde qui ont plus d'un Bitcoin, dont je fais partie. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a dépassé le million. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont Bitcoin. Ça fait, on va dire, 14 ans vraiment que le Bitcoin existe. Imaginez dans 10 ans, peut-être il y en aura 10 millions. Ça va complètement assécher le marché, vous voyez ce que je veux dire. Il suffit qu'il y en ait 21 millions, tout simplement. Après, il y en a qui en ont des centaines de milliers, vous le savez. BlackRock, GBTC et tout ça. Mais vous voyez que tout ça, ça assèche le marché. Et en fait, les gens font leurs courses. C'est hyper intéressant. C'est pas que les gros fonds, finalement. On voit que depuis que le Bitcoin s'écroule, en particulier depuis 2022, le Bitcoin a vraiment chuté. Et ben depuis 2022, on voit que le nombre d'adresses a complètement explosé, il a fait plus 30%. Et ça veut dire que les particuliers, parce que un Bitcoin, c'est bien sûr des gros fonds et tout ça, mais c'est aussi des particuliers. Et on voit qu'il a complètement explosé, en particulier depuis qu'on est descendu sous les 20 000 $. Il y a plein de gens qui en ont acheté. Il y en a 100 000 d'un coup qui ont acheté au moins un Bitcoin, depuis début novembre, depuis la chute. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bien évidemment, bullish pour le marché. Alors, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas inscrire une seed phrase sur tout ce qui est électronique et tout ce qui est connecté à Internet de près ou de loin pour la sécurité de cette seed phrase. Donc, quelles sont les options qu'il nous reste ? Il va y avoir bien évidemment un papier et un stylo. Mais le problème du papier et du stylo, c'est qu'il ne résiste pas en fait à grand chose. C'est-à-dire que si demain, votre maison a un incendie par exemple, si demain, votre maison subit un dégât des eaux, une inondation, tout simplement, ça pourrait compromettre la visibilité de votre seed phrase. C'est-à-dire que le papier ne sera plus lisible. Et dans ces cas-là, potentiellement, votre ledger aura pris l'eau et ne fonctionne plus. Et votre papier, votre stylo aura pris l'eau et vous ne pouvez plus voir votre seed phrase. Et dans ces cas-là, si vous perdez à la fois votre clé ledger et la seed phrase, vous perdez l'accès définitif à vos crypto-monnaies. Alors évidemment, il y a d'autres solutions pour inscrire sa seed phrase et ça va être notamment tout ce qui va être plaque métallique et d'autres solutions un peu similaires. Parce que suivant les modèles, suivant les produits, certains sont résistants au feu, certains sont résistants à l'acide, certains sont résistants à beaucoup de choses. Et ça peut être justement un support long terme pour stocker sa seed phrase, pour inscrire sa seed phrase plutôt. La 16e, c'est de ne jamais abandonner. Si tu as décidé de rentrer et que c'est pour des bonnes raisons, que tu veux prévoir ton avenir, que tu veux faire des gains et que ce marché t'intéresse, n'abandonne jamais. Et le dernier point, c'est sache parler quand tu as des downs à une personne de confiance et qui est là depuis super longtemps sur le marché. Si ça va pas du tout et que tu parles à une personne et qu'elle t'en met une couche supérieure, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne qui est depuis assez longtemps sur le marché. Donc sache t'entourer de personnes qui s'y connaissent sur le marché où tu vas pouvoir leur parler et avoir des conversations encourageantes et qui vont t'encourager sur ce marché. Si tu te rends compte que tu n'as personne autour de toi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram rachel.ra et dis-moi, je me souviens d'une vidéo où tu avais dit ça, je suis en down complet, justement je suis complètement découragée, qu'est-ce que tu peux me dire sur le marché actuellement, pourquoi je dois pas abandonner parce que je me décourage et il n'y a pas de souci, je serai là avec plaisir pour te remonter le moral.
Nous allons faire sur une journée un événement crypto qui va commencer aux alentours de 14h, donc le samedi 21 janvier, et qui finira aux alentours de 2h du matin. Alors ok, on fait un event crypto, mais on va parler de quoi ? Dans l'après-midi, il y aura différentes tables rondes sur plusieurs thématiques de l'écosystème, la régulation, les protocoles, le mining, le Web3, la DeFi, le Verse et les NFT. On va traiter tout simplement un petit peu toutes les thématiques de l'univers crypto. Ces tables rondes auront lieu toute l'après-midi. Une fois que toutes ces tables rondes sont terminées et qu'on en aura plein la tête, il y aura un moment convivial. Ensuite, en soirée, un apéro pour tout le monde. On va faire venir un food truck, un vigneron. Il y aura vraiment aussi de quoi se restaurer sur place avec du local, de chez nous, autant pour la nourriture que pour la boisson. Et on finira en bringue toute la soirée. Et ouais, même la personne qui fera le set de musique le soir est un cryptophile, un événement full crypto. Bon, après les entrées, malheureusement, ce sera que en euros. Par contre, il y aura un shop. Roxy sera là, fera un shop pour son association avec des t-shirts, des livres et tout. Et là, normalement, on pourra payer en crypto. Parlons maintenant de Sam Bankman-Fried qui est visé par des accusations qui disent qu'il aurait accéléré la chute de Terra en mai dernier. En effet, d'après des informations relayées par le New York Times, on a des procureurs qui seraient en train d'enquêter sur une potentielle manipulation des marchés par SBF qui aurait profité à FTX et Alameda Research. Mais de quel type de manipulation parle-t-on exactement ici ? Eh bien, il semblerait que la chute de l'UST aurait été en grande partie provoquée par des ventes massives de Alameda, qui en parallèle aurait pris des positions short sur le Luna pour profiter de la chute du token. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à contrôler l'effet boule de neige qui a entraîné l'effondrement de l'intégralité de l'écosystème Terra, qui a fini par les impacter directement, et ce serait à ce moment-là que Alameda Research aurait emprunté 10 milliards de dollars des fonds des clients de FTX pour enflouer les pertes abyssales. Donc en gros, d'après ces accusations, Alameda et FTX auraient accéléré la chute de l'UST pour profiter de la chute du Luna, mais ils auraient sous-estimé l'impact de la chute de l'UST qui a fini par les impacter directement pour au final aboutir à leur propre chute. Et tout se resserre autour de Grayscale. On peut pas parce que en fait, ils ont peur que les gens voient qu'ils ont beaucoup et qu'ils se fassent hacker. Voilà, c'est question de sécurité. Sait que Grayscale, Proof of reserve, Grayscale, non. Ils veulent pas rendre les gens jaloux, c'est tout. Il y a trop de zéros, hein. Il y a trop de zéros avant la virgule, après la virgule. Il n'y a pas de chiffres au-delà de zéro de toute façon sur leur wallet. Ils ne peuvent pas les montrer. Alors c'est quoi l'idée là ? Il y a un fonds spéculatif new-yorkais qui les attaque en justice oui. Pour justement savoir ce qu'il en est de leurs réserves Bitcoin. Aujourd'hui, on est tous en quête de transparence, tu vois, que ce soit Binance, KuCoin, Kraken, tout ce que tu veux. C'est la jurisprudence FTX, tu vois. Non, mais eux, ils seraient à première vue exposés quand même, Grayscale, ou via leur maison mère. Oui, c'est vrai. Oui, Digital Currency Group. Et sachant que ce qu'ils ont peur, c'est que ça fasse une FTX à Alameda, c'est-à-dire que les fonds soient jumelés. Et que, tu vois ce que je veux dire, qu'à un moment donné, l'un des deux ne dispose pas des réserves de BTC. Surtout que Grayscale, c'est un institutionnel qui vend du BTC aux institutionnels. Ouais. On l'apprend dans l'article à moins 43%. Rappelez-vous, on en avait parlé. C'est toi qui nous en a parlé. Exactement. Le BTC, c'est pas du BTC classique, hein, c'est du GBTC, donc Grayscale BTC. Le truc, c'est que ça doit être backé en réserve par du BTC réel. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on veut savoir, effectivement, si Grayscale bénéficie bien de ces BTC de réserve. Les institutionnels qui ont acheté ce BTC à moins 43%, évidemment, ils n'ont pas pu en bénéficier directement et ont pu en jouir à loisir. Il était bloqué chez Grayscale. Il était bloqué un certain temps, je sais plus c'était combien de mois ou combien d'années. En fait, à la base, ça devait être transformé en ETF une fois que la législation était ouverte sur le marché américain. Donc ça a été créé en attendant finalement que ça devienne un ETF sur le marché, tu vois, derrière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la société, là, le fonds spéculatif qui attaque Grayscale justement pour ça aujourd'hui, c'est particulier parce qu'ils ne veulent pas que ça soit transformé en ETF, si tu veux. Ils veulent que ce soit garanti direct, quoi. Ouais. On peut dire que de toute façon, Grayscale, ça pue fort. Oui. Complètement. On était là en train de dire sur nos paris, oui, le prochain à tomber, moi j'avais dit KuCoin, toi t'avais dit Bybit, je crois, ou BitGate. BitGate, ouais. Toi t'avais dit Crypto.com, Peter. Mais là, pour l'instant, c'est Grayscale qui est en train de tomber, là, qu'on soit clair. Donc, c'est des gros investissements qui ont été faits et pas mal de sous qui ont été sortis. Donc, du coup, les investisseurs vont être lésés, mais énormément. Et ça va encore faire une grosse tâche sur l'écosystème. Ouais. Il y a une news d'abord que je voudrais mentionner qui est assez intéressante. Enfin, je suis tombé dessus, je pense que c'est intéressant de le noter.
Bon, déjà, BlackRock avait été impacté à 24 millions par FTX. Enfin, ils avaient investi 24 millions. Pour eux, c'est rien du tout. C'est pas ça la news. La news, c'est d'entendre donc le fondateur de BlackRock, Larry Fink, dans une, il a annoncé, enfin, il a dit quand même dans une interview que voilà, je pense que la prochaine génération de marché et la prochaine génération de titres seront la tokenisation des titres. Ouais, donc c'est franchement très clair. Pour que quelqu'un, BlackRock, c'est 10 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est la plus grosse boîte d'asset management de la planète. Pour que Larry Fink dise ça, c'est que il sait très bien quelle va être la finance de demain, quelle va être finalement voilà la prochaine économie de demain, et elle se reposera sur les cryptos. On le sait tous, mais c'est juste un indicateur de plus. Et pour ceux qui doutent en fait, pour ceux qui pensent, qui croient les médias, qui leur disent que le Bitcoin c'est fini, on a vu la semaine dernière la BCE qui avait dit que le Bitcoin c'est terminé, que les cryptos c'était terminé. Voilà, vous avez la preuve une fois de plus que tout ça c'est du pipeau et que finalement on est qu'au tout début de l'adoption. Est-ce que tu penses que la démocratisation du Web3 elle est possible auprès de tout le monde ? Aujourd'hui, c'est très verbeux. Tu vois, le Web3, il y a beaucoup d'acronymes, indigestes, de mots. Enfin, je pense que c'est carrément possible grâce à des médias comme le vôtre. Et puis surtout, je pense qu'il y a plein de termes qui vont disparaître, en fait, qui vont être intégrés dans le courant. Tu vois, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est que quand tu payes, tu sais pas forcément quelle technologie il y a derrière, ce qui te permet de payer. Bon. C'est pareil en fait. Derrière, tu vois, tu sais pas forcément. Derrière, tu sauras pas forcément qu'il y a une blockchain, une NFT, des smart contracts. Voilà, tu sauras juste que ça fonctionne. Et donc oui, carrément possible. Les marchés financiers mondiaux ont beau être sans dessus-dessous, secoués par la guerre en Europe, par les tensions entre la Chine et les États-Unis, par un ralentissement économique mondial et une inflation galopante combattue à coups de hausse des taux par les banques centrales, il y en a quand même qui continuent d'investir envers et contre tout. Depuis l'été dernier, il s'est passé beaucoup de choses sur les portefeuilles de nos vedettes de Wall Street. Warren Buffett et Michael Burry viennent encore de faire parler d'eux avec de nouveaux investissements, et en faisant preuve d'un comportement surprenant, pendant que BlackRock, Bridgewater et d'autres grands fonds américains ont aussi réalisé plusieurs opérations de grande ampleur. L'étude des derniers mouvements sur les portefeuilles des super investors est un bon moyen de dégager quelques indices bien utiles pour savoir où placer son argent en ces temps incertains. Tout le monde est obligé de reconnaître que sa politique a apporté de la croissance l'année dernière, l'année passée là, plus de tourisme, beaucoup moins de crimes, d'homicides. Effectivement, Sinop, il y a presque plus d'homicides. C'est devenu un des pays les plus safe en l'espace d'un an d'Amérique latine. Enfin, moi, j'ai l'impression, mais c'est mon impression de loin, faudrait que j'y aille un jour peut-être au Salvador, que j'aille voir moi-même. Mais bon, quand il parle du fait que c'est pas le pays le plus démocratique sur Terre, c'est pas le gouvernement le plus doué en matière de respect des libertés des individus et tout ça, bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est bien placé en Europe pour dire ça, ou en France même, hein, je sais pas quel est votre avis, mais je suis pas sûr que ce soit non plus tip-top au niveau de la liberté d'expression, liberté des individus, la liberté d'une manière générale et les aspects démocratiques. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut continuer, on va continuer. Vous avez peut-être d'autres remarques, j'en sais rien. Picafou qui dit, face à un pays rongé par le crime, t'es obligé de sévir gravement. C'est pas la même façon d'agir, parce qu'il y a eu de grosses arrestations, beaucoup d'arrestations. Alors comment il s'appelle déjà, je sais plus le nom du gang. Il y a un gros gang au Salvador, des mecs tatoués de partout. C'est pas les MS-13C, je crois. Je suis pas sûr. Ah bah si, c'est ça, Sinop, c'est ça, MS-13C, c'est ça. Voilà, c'est des gens armés, c'est des gens depuis qu'ils sont adolescents, ils se droguent et ils sont dans des états... On parlait de perception encore tout à l'heure. Ça peut être encore un thème. Je suis de nouveau le sensei. Quand vous baignez dans un environnement de violence, et souvent les gens qui font partie de ces gangs, ils sont dans des environnements pauvres et violents, ils n'ont pas du tout la même perception de la vie, des choses, quoi, des rapports humains justement et entre les gens. En fait, ils sont prêts à mourir à n'importe quel moment. C'est plus du tout des rapports normaux qu'on peut avoir et la perception qu'on peut avoir en Europe. Du coup, les moyens mis en place sont aussi pas les mêmes. J'ai vu un reportage justement sur le Salvador et sur des membres de ces gangs qui
qui parlaient, qui ont accepté de parler. Quand les mecs qui parlaient, vraiment, enfin, ils étaient là, ils disaient net, hein, ils sont prêts à mourir dans les 2 heures qui suivent, en fait. Ils boivent comme ça, ils sont prêts à faire une descente 2 heures après, quoi. Ils rigolent pas, quoi. Faut faire attention même à ce que tu dis avec eux, quoi. Donc voilà, c'est... Bon, est-ce que Vitalik Buterin, c'est le mieux placé pour parler? Est-ce qu'il connaît ces choses-là? Bon, c'est quelqu'un de très doué, hein, intellectuellement. Mais bon, j'aimerais bien le voir face à des MS stressés, justement, Vitalik. Bon, je pense qu'il pourrait essayer de faire un rap, peut-être, je sais pas. Mais je suis pas sûr que les MS stressés seraient convaincus. Et puis bon, on pourrait même dire que peut-être Vitalik Buterin copine aussi lui-même avec des gangs et des forums économiques mondiaux. J'en dirai pas plus. Mais donc du coup, toi, de ton côté, tu vois absolument pas une cohabitation comme certains peuvent l'envisager, des monnaies numériques de banque centrale avec Bitcoin, par exemple sur un nouveau Bitcoin standard où tu aurais des réserves fractionnaires ou un euro numérique qui serait backé par, je sais pas, des dizaines de milliers de Bitcoin, un dollar numérique qui est backé par des dizaines de milliers de Bitcoin aussi à la Fed, et voilà, une libre concurrence des monnaies. Est-ce que pour toi, c'est une menace trop importante au MNBC? Comme tu dis, en fait, si tu fais une concurrence entre Bitcoin et MNBC, elles n'ont aucune chance. Et donc, du coup, il y aura un combat des gouvernements contre l'invention de Satoshi Nakamoto. Oui, non, le scénario que tu décris, il me paraît possible. La question, c'est est-ce qu'il y aura toujours du cours légal ou pas? S'il y a toujours un cours légal avec une monnaie qui est avantagée par la puissance publique, on peut, comme tu dis, imaginer des scénarios où des États auront des bitcoins et vont créer des monnaies étatiques adossées aux bitcoins et imposeront l'utilisation de ces monnaies étatiques. Si par exemple il y a un retour au franc et que la Banque centrale française a des bitcoins, eh ben peut-être que le franc sera adossé à des bitcoins. Et donc il y aura une sorte de franc bitcoin, mais qui n'aura pas du tout le même intérêt aux yeux des utilisateurs qu'un vrai bitcoin. Parce que le franc bitcoin, par définition, il sera émis, il y en aura plus que de réserves. Sinon, il n'y a aucun intérêt à utiliser un franc Bitcoin. Mais c'est une petite corde de rappel, un élément de confiance pour les utilisateurs et les investisseurs dans la monnaie. En gros, parce que les personnes n'auraient plus confiance dans l'État français, mais dans cette réserve fractionnaire. Non, mais ils utiliseraient ça uniquement parce qu'ils y sont obligés. Ouais. Voilà. Pour un élément de confiance, les gens ne le font plus confiance. Non, mais c'est même pas de la confiance, c'est de la coercition. C'est-à-dire, on les oblige à utiliser ça, donc ils l'obligent. Donc ils l'utilisent. Mais ils préféreraient utiliser des vrais bitcoins, parce que le vrai bitcoin, on peut pas en créer de manière arbitraire. Et comme il est maintenant scalable, on peut l'utiliser pour des petites dépenses facilement. Donc, en revanche, s'il n'y avait pas ce cours légal, si des États essayaient de faire un franc Bitcoin, mais en vraie concurrence libre, comme le scénario de Hayek, avec des vrais Bitcoins, en fait, le franc Bitcoin disparaîtrait au bout de 3 jours. Personne l'utiliserait. Personne. Donc la coexistence des monnaies fiat et des monnaies dures, elle n'est possible que si la puissance publique empêche une concurrence libre, à mon avis. On notera aussi que le gouvernement américain a voté hier une enveloppe énorme à coût de centaines de milliards pour fournir Taïwan en armement. Donc voilà, on a un peu l'impression qu'ils vont un tout petit peu, vous savez, taper le taureau qui est endormi ou l'ours qui hiberne au fond de sa grotte pour voir s'il se passe quelque chose. Donc on imagine qu'ils vont vraiment apprécier. Et puis on peut imaginer aussi que les gens vont vraiment adorer, les Américains vont adorer que finalement on préfère claquer du pognon de l'autre côté alors qu'il y a plein de gens qui sont dans la précarité aux États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. On connaît bien le principe en France aussi, par exemple, également. Alors Bitcoin en weekly. Alors en weekly, ça change pas beaucoup, sauf que ça fait 2 semaines qu'on remonte de la force acheteuse et qu'on se rapproche de la TR, de la trading range que l'on a cassée, qui est en même temps au passage la clôture monthly. Tu vois, si je passe en monthly, c'est vraiment... la clôture monthly. On a clôturé en monthly sous cette TR, d'accord? Donc on est en train ce mois-ci potentiellement de s'en rapprocher, et si en weekly effectivement on vient reclôturer, il n'y aura rien qui sera gagné, mais ça pourra remettre les probabilités du côté de la hausse, puisque pourquoi? On aura rangé pendant un petit moment entre ces bornes, entre guillemets, on sera juste venu en dessous prendre la liquidité pour revenir au-dessus et clôturer à nouveau. Donc, quand on voit quelque chose comme ça, le scénario, ça n'empêche pas que tu peux avoir une continuation baissière. Ça peut monter ou ça peut baisser, je le dis chaque fois, pour ceux qui se moquent, oui. Par contre, ça renforce des statistiques pour un scénario, et vu que ça renforce des statistiques pour un scénario, tu peux en conséquent arbitrer ton risque. C'est à ça que sert l'analyse technique, ça sert pas à prévoir, d'accord? Alors, si on rentre à l'intérieur et qu'on clôture en weekly, oui, on préfère voir quelque chose comme ça
qui sort en bas et qui re-rentre, plutôt que voir quelque chose comme ça, qui sort en haut et qui re-rentre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on sort en haut et qu'on re-rentre, c'était uniquement un fake-out pour reprendre de la force et potentiellement aller plus bas. Ça renforcerait ce scénario. Ça veut pas dire ce qui se serait passé, ça veut dire que ça renforce le scénario. Donc là, on est rentré dessous, potentiellement, on est en train de se rapprocher plus bas. On va regarder un petit coup de Total pour voir ce que ça raconte. Donc j'avais fait la vidéo dernièrement sur Kraken pour expliquer pourquoi je rachetais un petit peu des altcoins et voilà, un petit peu mode tutoriel pour savoir comment les placer donc en stacking sur Kraken. Voilà, donc sur Total, donc comme vous le savez, on a break vraiment ici la MA 200 et on arrive potentiellement sur la MA 300. Qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, on a break le support ici et on arrive tout doucement sur la zone inférieure, d'accord? Ça pourrait prendre potentiellement un petit peu de temps. Donc sur le RSI, donc là c'est une flèche que j'avais tracée quand même il y a un certain temps, en juillet. Voilà, ça fait quand même quelques mois. Techniquement, c'est comme sur les autres, il n'y a plus qu'à suivre la flèche. On a eu le premier test, on attend, passage, retest potentiel. Donc voilà, ce serait aux alentours du mois de janvier. Voilà, pour redécoller par la suite, d'accord, mais ça n'exclut pas évidemment d'aller rechercher entre temps vraiment un vrai bottom, voilà, 500 trilliards de capitalisation sur Total. C'est un truc que j'avais mis sur Twitter pareil en été. C'est un truc qu'on attend. Pour moi, c'est presque inévitable mathématiquement. Il faut qu'on aille quand même rechercher des ordres en dessous, sortir des grosses positions, clôturer des grosses positions pour pouvoir reprendre un marché sain. Poser donc le fameux vrai bottom et potentiellement repartir, enfin voilà, vraiment latéraliser sur tout le marché crypto. L'actualité suivante concerne Fuzzle. Fuzzle qui était un jeu backé par Gala Games, qui était en tout cas soutenu par Gala Games et mis en avant par Gala Games. Alors un jeu, c'était plus des NFT en fait, qui, je vous passe la vidéo, qui était... avec une intelligence artificielle derrière, et donc en gros c'était des petits personnages qui étaient censés avoir une vraie personnalité, qui devaient avoir une mémoire des conversations que vous aviez avec lui, qui devaient se rappeler de votre nom, de son nom, de sujets que vous aviez abordés auparavant. Vous auriez pu aussi l'équiper de différentes tenues, et il devait être conscient des tenues qu'il portait, faire des petits commentaires sur les tenues que vous lui donniez. Ça pouvait aussi modifier son comportement, etc. Donc c'était vraiment l'objectif d'avoir un compagnon virtuel, un Tamagotchi, mais plus, vraiment poussé avec une intelligence artificielle. Le souci, c'est que eh bien, ce projet a dû se stopper, puisqu'ils n'ont plus l'argent pour le développer. Alors, je vous parle de ce projet, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient des NFT sur Fuzzle, hein. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui étaient investis dans ce projet, mais je vous en parle parce que eh bien, c'était un projet qui était quand même mis en avant par Gala, et c'était pour vous dire qu'en fait un projet a beau être mis en avant et a beau être soutenu par des gros noms du domaine blockchain gaming, c'est pas pour autant que ça assure le succès du projet, donc restez toujours très vigilants. Là ils ont annoncé qu'ils avaient arrêté le développement du projet, enfin qu'ils l'avaient mis en pause en tout cas mi-novembre, et qu'ils cherchaient des sources de financement externe. Pour l'instant, ils n'en ont pas encore trouvé. Ils avaient tenté de refaire une vente de NFT pour récolter de l'argent auprès de la communauté. Ils avaient récolté seulement 90 000 $. Enfin, je dis seulement entre guillemets, mais c'est pas beaucoup pour développer un projet de cette envergure. Donc, il semblerait malheureusement que Fuzzle soit bel et bien mort. On verra, peut-être qu'un jour il sera ressuscité, qui sait. On peut avoir une bonne surprise. Le 5e projet, on est reparti sur des chiens avec Floki Inu. Pourquoi je parle de ce projet? Alors, il faut savoir que Floki, en fait, à la base, c'est une crypto. C'est ce qu'on appelle un meme coin, donc c'est-à-dire une crypto qui était là à la base un peu pour déconner, donc comme le Dogecoin, comme le Shiba Inu. Et Floki, ça fait référence au chien, au nom du chien, en fait, tout simplement, de Elon Musk, qui possède un Shiba. Sauf que du coup le token, l'économie autour a décidé de créer un métaverse qui s'appelle du coup Valhalla, et ils ont sorti un premier teaser du coup que tu vois actuellement sous tes yeux ébahis, et également ils ont sorti une AMA avec Binance. Donc j'ai pas forcément creusé le lien entre Floki et Binance, si Binance était vraiment sponsor du métaverse, si c'était un incubateur, je ne sais pas vraiment, je t'avoue que j'ai pas trop creusé, je te laisse le faire si ça t'intéresse de ton côté.
Mais là où je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser, c'est tout simplement parce que sur les mêmes coins, il y a vraiment un potentiel, je trouve, de buzz et de pump, tout comme un gros potentiel de dump, hein, évidemment. Il suffit que ce bon vieux Elon fasse un petit tweet pour dire qu'il a testé le métaverse Valhalla et le token ferait une flambée dans la demi-heure qui suit, j'en suis certain. En tout cas, je te laisse les liens dans la description si tu souhaites t'intéresser, que ce soit sur le token Floki ou le Play to Earn, le métaverse Valhalla qui devrait sortir prochainement. OpenSea change à nouveau de cap sur les redevances NFT après plus de refus des créateurs. OpenSea, donc on sait, un problème de open redevance. OpenSea, leader du marché NFT, a récemment pris des mesures concernant les redevances en publiant un outil que les créateurs peuvent utiliser pour s'assurer que les NFT nouvellement lancés ne peuvent pas être échangés sur des plateformes qui rejettent les redevances. Mais l'approche de la mise en œuvre ne convenait pas à tout le monde et maintenant OpenSea modifie à nouveau ses politiques suite aux plaintes de certains constructeurs Web3. Voilà, les redevances de création sont des frais associés à la vente de NFT, généralement fixés entre 5 et 10% du prix de vente, payés par le vendeur au créateur d'un projet NFT donné. Pour les projets qui génèrent un volume de transactions importantes, ces frais peuvent être une source de revenus substantielle. Et le rejet de ces frais ces derniers mois par les commerçants NFT et la plupart des places de marché a menacé ces revenus. Voilà le problème, hein, on trouve ça sur un peu partout. Voilà. Encore une fois, vous allez lire tout ça tranquille, au calme. Et enfin, on arrive à la fin de la vidéo avec le gros dossier, une news vraiment exceptionnelle. Vous le savez, je considère le jeu Illuvium comme étant un des top 3 des projets gaming blockchain ever. Et du coup, Illuvium, ça y est, on va pouvoir jouer du coup à la bêta privée. Ce sera le 12 décembre, du coup pour l'open world. Ils appellent ça l'overworld. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai retrouvé une vidéo qu'ils ont sortie là il y a 11 heures. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça donne vraiment envie. Attendez, je sais pas si je peux vous mettre peut-être un peu plus loin. Bon, au pire vous irez voir, parce que du coup forcément on retrouve du coup la capture des bestioles, on retrouve du coup les combats, parce que pour l'instant il y avait que les combats qui étaient dispo, et puis surtout bah voilà on voit le perso qui se balade et tout ça les amis, donc on pourra y jouer le 12 décembre, donc vraiment j'ai trop hâte. Je compte bien évidemment c'est une bêta private, donc il faut être dans les gens choisis pour du coup pouvoir jouer. Sachez que si jamais vous aviez été choisi pour jouer à la bêta private 1 ou 2, vous êtes automatiquement du coup on va dire whitelisté pour pouvoir jouer lundi. Et si c'est pas encore le cas, vous pouvez aller sur le site internet de Illuvium pour vous inscrire et espérer recevoir le fameux mail, le fameux Saint Graal qui vous dit que votre compte est enregistré pour pouvoir jouer dès lundi. D'ailleurs, on voit que le token Illuvium a réagi très fortement à ça. Donc dans la journée d'aujourd'hui, on est passé de 42 $ à un pic à quasiment 50 $. Donc même si le BTC a pump, c'est aussi par rapport à la bonne news, par rapport à Illuvium. Donc vraiment Illuvium, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai vraiment envie d'y jouer et je suivrai ça avec impatience. J'espère que je vous ai hypé, c'est pas un conseil d'investissement, mais là je parlais avec le cœur et du coup voilà, je suis comme un foufou. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.